On retrouvera la rubrique entre autres tout à l'heure, bien sûr avec Charles Dongo qui revient sur une année de guerre contre le terrorisme au Cameroun. Et donc voilà, ce sera entre autres, comme vous le savez, tous les mercredis ou alors on va dire chaque 2 mercredis. Oui, ça c'est important parce qu'il y a eu entre autres la semaine surpassée. Donc ce mercredi, vous aurez l'occasion de vivre cela. Et justement, on va proposer un peu de musique pour sortir et partir vers la rubrique entre autres de ce mercredi 16 décembre 2015. Bonjour. Le 13 mai 1940, moins d'un an après le début de la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, Premier ministre britannique nouvellement élu, s'était déjà fait sa religion. La guerre n'apporte que terreur, malheur, horreur. C'est à ce discours de légende que nous devons le titre de cette chronique. 75 ans après, le Cameroun du président Paul Biya découvre le sinistre régime de la guerre. Il y entre à son corps défendant, poussé par une abominable secte terroriste nommée Boko Haram venue du Nigeria voisin. Depuis un peu plus d'un an, ces hordes de croisés contemporains étendent Paris aveugle jusqu'à l'extrême nord de notre pays. Elles se sont signalées sur le mode macabre, dans une série d'enlèvements étalés sur des mois comme des épisodes haletants d'un feuilleton à rebondissement. Une série d'actes crapuleux, assortis de demandes de rançon, très souvent ponctués d'assassinats, qui n'ont épargné personne. Des citoyens ordinaires aux imams, des petits-enfants et leurs mères aux missionnaires, des touristes aux investisseurs, jusque dans l'intimité d'un vice-premier ministre de la République. Face au renforcement de la ceinture sécuritaire et à la puissance de feu des armées de la nation, ces assaillants illuminés ont perdu toute illusion de conquête territoriale. Changeant de mode opératoire après avoir subi de lourdes pertes, on parle de plus de 3000 morts dans leur rang, ils se sont retranchés, courant juillet, dans la forme la plus abjecte du terrorisme. Des assassinats, suicides qui enrôlent d'innocents enfants et adolescents. Résultat, le deuil rôde et hante tous les esprits dans cet extrême nord, belle région jusque-là célèbre pour ses merveilles touristiques. Les mots, aussi puissants qu'ils puissent être, prononcés d'un studio climatisé de Yaoundé, ne peuvent pas rendre compte de cette sale guerre. Il ne faut jamais traduire ni ces images épouvantables que la pudeur m'interdit de vous montrer, ni le climat de psychose permanente dans lequel vivent les populations de la ligne de front. Par conséquent, il faut vous donner, à vous qui êtes loin de ce théâtre tragique, une toute petite idée des dommages de cette guerre, dommages locaux et collatéraux. Je ressens que nous avons perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, sur la place du marché à Maroua, je n'ai pas peur de dire que nous sommes tous tombés en faillite à cause de la situation sécuritaire. Il y a une réduction de pouvoir d'achat énorme, voire 50% ou 55% de taux de réduction de pouvoir d'achat. Puisque les premiers attentats ont eu lieu au marché, ce qui fait en sorte que les clients ne viennent plus. Les gens n'ont plus confiance au marché, ils ne viennent plus trop comme avant. On ne vend plus trop, les marchandises stagnent, donc on enregistrait avant un écoulement de stock après 2-3 mois d'activité. Mais maintenant, avec l'insécurité, là, les gens ne viennent plus au marché. De 2013 à 2014, encore, ça tanguinait. On avait quelques touristes sous la main. Sachez, de janvier 2015 à décembre 2015, c'est une sécheresse accrue. Il n'y a aucun touriste qui a visité cette région, selon ma connaissance. Laissons les gens des ONG et les autres, mais là, le secteur du tourisme est paralysé. À l'heure actuelle, tous les guides sont en chômage. Vous voyez notre agence là, qui est totalement fermée. Les véhicules qu'on louait ne bougent plus, elles sont là.
donc on ne sait pas quoi faire. Avant que cette situation ne se détériore totalement, comme c'est le cas, que nous ne vivions cette situation de quasi-arrêt des activités au niveau de nos frontières, l'extrême nord oscillait à une moyenne de 550 millions de recettes le mois. Alors aujourd'hui, nous sommes tombés à 150, juste parce que j'ai des collaborateurs qu'il faut féliciter. On a pu secouer nos ménages et nous essayons de rattraper quelques recettes sur le contrôle de la circulation de la détention de la marchandise sur l'axe de la route nationale numéro 1 et sur les exportations des produits défiscalisés au Tchad à travers Kousséri et N'Djamena. Nous remercions les pouvoirs publics d'être venus à côté de nos populations pour que les affaires reprennent, pour que les écoles ouvrent. Parce que les écoles sont fermées, il n'y a plus d'hôpital à Kolofata, il n'y a plus rien. Donc le plan d'urgence dont fait État, nous on aurait souhaité que le chef de l'État mette encore l'accélérateur pour que les choses revivent, pour que l'extrême nord redevienne encore comme l'extrême nord d'avant. En plus de ces témoignages courageusement rassemblés par Moussa Marandata et ses intrépides reporters de CRTV Extrême Nord à Maroua, il y a un besoin compréhensible d'explication. Explication sur l'hypothèse des complicités locales sur lesquelles il faut bien faire la lumière. Explication sur l'orgueil et la fierté tout à fait légitime que nous inspire la tenue de nos forces de défense et de sécurité au front. Explication enfin sur le fait saillant, inattendu, révélé dans le sillage de cette guerre absurde qui nous est imposée. Le formidable élan de solidarité envers ces valeureux soldats et les populations affectées. Le mouvement parti spontanément de la Liké a pour ainsi dire embrasé tout le Cameroun, entraînant toutes les couches, catégories et sensibilités nationales. Il aura permis de réunir près de 2 milliards de francs CFA et plus d'une tonne de denrées alimentaires, médicaments et autres produits de première nécessité. Sur ces fruits d'un courant de solidarité sans précédent dans notre Afrique des conflits, veille le comité interministériel avec le scrupule et la circonspection de ne surtout pas répéter l'immonde arnaque nationale que fut l'opération Coup de cœur il y a 21 ans. Pour compléter notre compréhension des diverses dimensions de cette guerre, j'ai comme d'habitude convoqué l'expertise de 2 co-rédacteurs émérites. D'un côté, un journaliste peu suspect de complaisance, Olivier Roger de Radio France Internationale, RFI. Face à lui, celui qui est probablement le plus connu des spécialistes des dynamiques sociales et sécuritaires du bassin du lac Tchad, auteur de plusieurs ouvrages sur la question, professeur directeur de l'École normale supérieure de Maroua, l'excellent historien Issa Saïbou. Cette armée dispose d'un fer de lance d'une efficacité à toute épreuve, c'est le BIR, qui effectivement a sécurisé en très peu de temps les frontières, a repoussé un grand nombre d'attaques de Boko Haram, à Chigachia, Kolofata, Fotokol, avec une efficacité et un professionnalisme absolument remarquable. Pour ceux qui connaissent les armées de la région, de l'Afrique de l'Ouest mais aussi de l'Afrique centrale, on trouve peu d'exemples d'une armée capable de se projeter avec autant de rapidité et autant d'efficacité et en obtenant des résultats aussi importants. C'est de tous les coins du Cameroun que la solidarité avec les populations sinistrées de la région de l'extrême nord s'est faite. Il y a non seulement une diversité au niveau de la représentation de tous les segments de la société camerounaise, mais encore ce sont toutes les régions du pays qui ont apporté et continuent d'apporter leur concours à ces populations qui sont démunies. Évidemment, plus la guerre dure à la frontière, plus elle produit des réfugiés, des personnes déplacées, plus les besoins sont importants. Et il faudrait donc qu'on aille dans le sens de, je ne veux pas dire d'institutionnaliser cette humanité solidaire, mais tout au moins que les gens comprennent que nous ne devons pas nous fatiguer à apporter les soutiens dont nos compatriotes de la zone frontalière, mais également les ressortissants des pays voisins qui ont cherché asile dans notre pays ont besoin.
S'agit-il véritablement d'un problème de radicalisation religieuse ou alors d'une confessionnalisation de la radicalité, dans le sens où en réalité les radicalismes existent, ce sont des courroux sociaux qui ont trouvé peut-être à travers l'islam le moyen, peut-être l'idéologie, certains segments idéologiques qui leur ont permis peut-être de porter plus haut des revendications. Il y a des Camerounais qui sont complices de Boko Haram, il y a des populations qui se sont laissées entraîner idéologiquement par la dérive sectaire de Boko Haram, donc ce n'est pas toujours évident. L'armée doit à la fois composer avec une immense majorité de la population de l'extrême nord qui lui est favorable et qui soutient son armée, mais aussi avec une petite minorité, une infime minorité qui est plus poreuse, plus sensible aux thèses de Boko Haram. Ce que je sais de l'islam camerounais, c'est qu'il est un islam que l'on peut qualifier de façon générique d'islam tolérant, en ce sens que l'islam pur, l'islam principal, l'islam originel, l'islam de base est un islam tolérant, est un islam de paix. Il nous faut conclure et tirer du feu de cette guerre une morale en 3 dimensions. D'abord, cette agression a cessé d'être l'affaire d'une seule religion. Besoin d'un quelconque mot d'ordre, les Camerounais, où qu'ils soient, dans une belle et admirable unanimité, ont compris ce qui était en péril. Leur patrimoine commun de paix, d'unité et du vivre ensemble. Ensuite, il est de bon ton de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Hommage aussi à la vigilance des populations des zones frontalières désormais constamment en éveil. Pareillement, il faut, à bon droit, saluer avec la déférence de l'honnêteté la clairvoyance du président Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, qui dans ces circonstances où son serment constitutionnel est en jeu, sait ne pas faillir. Enfin, la dernière leçon, qui n'est pas des moindres, elle nous vient d'une autre figure historique à l'image du Premier ministre britannique Winston Churchill que j'ai évoqué au tout début. Écrivain et diplomate américain du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, co-rédacteur de la Constitution américaine, Benjamin Franklin nous assène sa conviction, inspirée de sa propre expérience de la guerre, comme une sagesse sempiternelle. Il n'y a jamais de bonne guerre comme il n'y a jamais de mauvaise paix.